Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un topo lecture, un topo qui va reprendre des lectures du mois de février. Et pour ce topo, une fois n'est pas coutume, on va aller dans pas mal de genres. Je pense que mon cerveau, après une lecture, se dit « Bah tiens, qu'est-ce que je peux prendre de diamétralement opposé ?» Donc je vais te proposer de la bande dessinée, je vais te proposer aussi du contemporain, du fantastique, de la science-fiction, et sans doute encore quelques petites choses que j'ai oubliées. Je te propose, vu que le programme est assez chargé parce que je vais te présenter cette lecture, je commence avec Le démon de Maître Prosper, qui a été écrit par K.J. Parker. On est aux éditions La Talente, et c'est un auteur anglais dont la traduction a été faite par Michel Pagel. Parker a publié son œuvre en 2019 pour la version originale et en 2024 pour la version française. Alors qu'est-ce que tu vas retrouver ici? Déjà, il faut savoir que c'est un court récit qui est pas si facile que ça à résumer, parce que tout commence avec le réveil de quelqu'un à côté d'une morte. Il nous apprend qu'il va enterrer le cadavre et puis partir sur les routes. Et donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on apprend d'entrée de jeu. On va très rapidement évidemment se demander qui est cette personne, est-ce qu'il est coupable du meurtre, qu'est-ce qu'il va faire par la suite, où est-ce qu'il va. Donc ça commence avec énormément de mystère, surtout que très rapidement il va être question de démons, d'exorcisme. Je ne sais pas trop quoi en penser de cette lecture, parce que l'écriture est volontairement non linéaire et essaye de développer vraiment ce côté mystérieux. Le personnage qu'on suit est, entre mille guillemets, méchant, ou on pourrait plutôt dire qu'il est sans scrupules, et ça change de toute façon de suivre un héros qui est anti-héros. Il est complètement hors des standards, mais donc c'est pas facile de s'identifier ni de s'attacher, et tout n'est pas compréhensible vu le récit non linéaire. Donc je dois dire que c'est resté assez opaque tout au long de la lecture, même si à la fin il y a une morale. J'ai pas vraiment compris le sens du texte, faut bien que je sois honnête. Il faut savoir quand on se lance dans cette lecture que, aussi court soit-il, c'est pas si c'est facile d'accès. Je ne suis même pas sûre qu'avec plusieurs lectures on puisse s'en sortir, parce que je crois que volontairement il y a ces blancs, il y a ces incompréhensions et ces flous qui sont laissés. Donc c'est typiquement ce genre de lecture là que tu vas retrouver, et si tu aimes ce genre là, eh bien tu vas être servi. Ce qu'il y est question, c'est quand même la notion de bien et de mal, même si ça ne va pas très très loin dans ce développement de concept. Je crois que je suis passée quand même un petit peu à côté de la lecture, parce que finalement, là ça fait quelques temps que je l'ai lu et il n'y a pas grand chose que je peux en retirer. À part ce souvenir que c'est flou et pas très compréhensible, je n'en ressors pas avec beaucoup d'autres choses. Du coup, je suis assez curieuse de savoir si toi tu l'as lu et ce que tu en as pensé. Parce que peut-être que tu peux nous donner quelques clés de compréhension, quelques clés qui montrent pourquoi tu as apprécié ce récit. Voilà pour cette lecture que je te propose et pour laquelle je suis mitigée. Désolée, c'est un topo qui commence comme ça. Mais la deuxième lecture, ce n'est pas la même chose, parce que j'ai lu La Facture de Jonas Karlsson, qui est un auteur suédois. Là, le texte est traduit par Rémi Cassaigne. Il est sorti en 2015 chez Actes Sud et chez Babel en 2018. C'est aussi un court texte, mais pas du tout pareil que Le démon de Maître Prosper. Là, c'est un texte qui va nous plonger à un moment donné où l'État règle ses comptes. Un jour, un jeune homme reçoit une facture de 5 700 000 couronnes, ce qui équivaut à 500 000 €. Il n'a pas du tout les moyens de payer cette facture. Mais pourquoi est-ce qu'il la reçoit? À quoi est-ce que ça correspond? Il n'en sait rien du tout. Et très vite, on va apprendre que c'est le montant qui correspond à sa vie. Et je dis rien de plus parce que c'est au lecteur de comprendre ce qu'il y a derrière ces mots-là et pourquoi il reçoit cette facture. Et comment ça va se passer par la suite, comment est-ce qu'il va gérer ce montant exorbitant à payer.
Là, dans ce roman, tu vas retrouver énormément de cynisme. C'est du cynisme à l'état pur pour moi et j'ai adoré ça. Il y a une idée centrale qui est bien menée, qui est bien développée, il n'y a pas de répétition, on va vraiment to the point. Et c'est vrai que c'est le genre de récit finalement que je préfère parce que pour le coup, c'est beaucoup plus linéaire, c'est beaucoup plus compréhensible. C'est vrai que je me rends compte que j'apprécie quand c'est flou, quand il y a des fins ouvertes, mais un poil, pas trop. Ici, en tout cas, c'est plutôt un genre de lecture plus concret. L'écriture de Carlson est très simple, elle est très directe, elle est très épurée, il n'y a rien de trop, moi j'ai beaucoup aimé ça. Les intentions qu'il y a derrière ce texte, c'est de démontrer les absurdités de certaines choses et à l'inverse, comment certaines choses, d'autres choses, peuvent être simples. Ce message est donc très clair et moi j'ai été assez touchée, j'ai trouvé ça intelligent comme message et j'ai trouvé que l'idée était bienvenue. C'est un texte et des notions qui peuvent faire réfléchir, en tout cas qui peuvent un peu nous piquer, parce que ça interroge aussi notre propre morale, notre propre manière de vivre. Et donc c'est le genre de texte qui me séduit parce que c'est une plume incisive qui est directe, qui pose un message clair. J'ai également eu le même ressenti pour la pièce qui a été écrite par ce même auteur. Là aussi, je trouvais que c'était excellent. Mon ressenti est le même. Je trouve que les textes que nous propose Carlson sont très très bien faits, c'est très rond, c'est très bien mené. Et moi, il m'embarque avec lui. C'est clair, net et précis. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et puis, j'ai lu Kallocaïn de Karin Boye. On est au folio SF, et ici c'est une autrice qui est suédoise et c'est une dystopie qui a été écrite en 1940. Je suis assez contente d'avoir pu sortir et lire ce livre. Alors déjà, il faut savoir que c'était une recommandation du professeur Dront. S'il passe par là, merci beaucoup pour la reco. C'est grâce à lui que j'ai eu envie de lire ce texte. Je l'ai reçu d'Annabelle, donc j'ai pu enfin découvrir ce texte qui me faisait de l'œil depuis super longtemps. Et en plus, il rentre dans le challenge organisé par Kat de la chaîne Livres et Sac à dos, puisque en février, il fallait lire de l'anticipation. Voilà, j'ai checké son challenge astro pour le mois de février. Voilà, c'était une intro qui était un peu plus longue, je passe quand même tout de suite au résumé. Donc, tu l'auras compris, Kallocaïn est un roman d'anticipation dystopique. Il raconte le moment où Cal, un quarantenaire, soldat, chimiste, met au point une substance qui est, somme toute, un sérum de vérité. Cela pourrait être décisif pour l'état-monde dans lequel habite Cal. Voilà pour l'histoire, comme d'hab, je ne t'en donne pas beaucoup, j'espère juste le goût pour essayer d'imaginer ce que la suite pourrait donner. Je trouve que l'autrice parvient à délivrer un récit qui a tout ce qu'on peut retrouver plus tard. C'est évidemment un état totalitaire, dirigiste, un héros qui approuve et intègre ce système, en tout cas au départ, et puis qui petit à petit va être rattrapé par certaines questions, certains questionnements qu'il va avoir et qui vont remettre peut-être certaines choses en perspective. Il y est question également d'utilisation du sérum par l'État, mais il y a un questionnement sous-jacent pour savoir si finalement toute vérité est bonne à dire. Ce sont des thèmes qui abordent la notion du bonheur, de l'individualité, du courage, de l'espoir. Voilà, il y en a d'autres. C'est assez classique, mais je trouve que c'est bien construit aussi. C'est un univers qui est un petit peu moins construit que 1984, dans le sens où il y a moins de détails sur la langue, sur le système politique, sur la vie au quotidien de la population. C'est esquissé, on le voit de loin, on peut se l'imaginer, on peut se le représenter, mais vaguement.
parce que ici c'est un texte que je trouve plus axé sur l'action. Ça veut dire que dans ce récit, clairement, on ne s'ennuie pas du tout, c'est assez rythmé, c'est assez haletant. Il y a quand même pas mal de notions, d'aspects psychologiques, parce que on va déambuler dans les pensées, les comportements du protagoniste. Et donc on va passer par les mêmes questionnements, les mêmes évolutions que Cal. Tout ce par quoi il traverse, eh bien le lecteur aussi. C'est donc aussi une écriture qui est directe, qui est très efficace, qui nous fait passer un bon moment. C'est une histoire qui est construite vraiment convenablement, dans le sens où on aime évoluer dans cette histoire. Il y a une fin qui est pas mal, avec des idées fortes. Pour moi, c'est une très bonne lecture, et plus que bonne lecture, je pense que dans les dystopies, c'est un texte que clairement je vais retenir et garder en tête, parce que Karine Boy nous a écrit un très très chouette texte. Et puis rien à voir du tout, hein, mais je pense que tu commences à me connaître. J'ai lu la chanson de Roland. C'est une lecture commune que j'ai faite avec Audrey. Je l'en remercie parce que c'est toujours agréable de faire des lectures communes et on passe toujours un chouette moment. Et ce livre, tu as dû le voir si tu as regardé ma pile à lire des 25 livres pour 2025 parce qu'il en faisait partie. Donc je suis contente aussi de l'avoir sorti. Ici, la chanson de Roland, qui est donc parue chez Folio Classique, dans une traduction de Pierre Jonin. C'est la première chanson de geste qui est basée sur les événements situés dans les environs de 778. La chanson de geste ici a été écrite fin XIe siècle, et en fait elle raconte l'épopée de Charlemagne qui a tout gagné en Espagne, ou presque. Il ne reste plus à Charlemagne qu'à faire ployer Saragosse, où réside Marsile, qui est le roi de Saragosse. Charlemagne aurait pu triompher, malheureusement, une trahison l'en empêche. C'est donc tous ces événements-là, et bien plus encore, qui vont être narrés dans la chanson de Roland. C'est une chanson qui est composée de laisses, ce sont donc des strophes. Chacune de ces laisses vont jouer sur des sonorités, des répétitions de texte aussi, mais pas en ayant une fin. Parfois c'est toute une phrase qui revient, parfois c'est quelques mots, parfois des idées. Donc voilà, c'est vraiment un système de répétition pour imprégner les idées et pour s'approprier le texte et avoir cet effet de similitude et de musicalité. Moi j'ai beaucoup apprécié cela, je trouve que c'est en plus utile pour la compréhension du texte, pour retenir les différents événements, parce que parfois c'est pas toujours simple de bien situer ce qu'il se passe et qui est qui. C'est un texte qui est très épique et qui parfois aussi va un peu grossir le trait. Par exemple, si je te prends le petit passage ici, le comte Roland qui est tout près crie aux païens « Que le Seigneur Dieu te perde, toi qui me causes tant de dommages en tuant mes compagnons. Tu vas recevoir un bon coup avant que nous nous séparions et tu apprendras aujourd'hui le nom de mon épée. » Alors en vrai chevalier, le comte s'élance pour le frapper et lui tranche le poing droit. Puis il coupe la tête de Jurfalleux, le blond, fils du roi Marsile. Les païens s'écrient « Au secours, Mahomet! Vous, nos dieux, vengez-nous de Charles! Il a conduit dans notre pays de tels traîtres qu'ils préfèrent mourir plutôt que d'abandonner le champ de bataille. » Ils disent entre eux « Eh bien, prenons la fuite !» À ces mots, 100 000 païens s'enfuient et les rappellent qui voudra, ils ne reviendront plus. Voilà, c'est un peu avec des envolées, des sentiments exacerbés, et voilà, c'est un peu grossier entre guillemets, parce que c'est très gros, je ne sais pas comment le dire autrement. Il y a de belles valeurs aussi qui sont portées au nu, je trouve, parce que évidemment on va retrouver les thèmes propres à la chevalerie, la hardiesse, le courage, la force, mais à l'inverse, les bassesses aussi, comme les trahisons, l'aveuglement, l'orgueil, la vengeance, la jalousie. Tout ça apparaît très clairement et est bien illustré et représenté par certains personnages qui sont très caractéristiques. On va retrouver, tu l'auras sûrement compris avec la lecture de ce petit passage, mais un affrontement des religions et puis de ceux qui les servent, avec comme idée que finalement le gagnant, c'est celui qui est aidé de son Dieu. Ce sont des personnages très emblématiques parce qu'on va y retrouver Roland et son épée Durandal,
Et puis il y aura Olivier qui est un baron ou un comte ami de Roland, Charlemagne, beaucoup d'autres personnages, mais évidemment ceux-là sont les plus prégnants, les plus marquants. Pour moi, c'était assez prenant comme histoire, comme texte. Je trouvais ça bien écrit si on apprécie voilà, ce genre-là aussi, hein, que ce soit un petit peu, évidemment, c'est très marqué, très caricatural, c'est pas une finesse des personnages, c'est propre au genre et à la chanson de geste, je trouve, et aussi du Moyen-Âge. Mais j'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé ça très joliment écrit aussi. Enfin, voilà, en tout cas, moi j'ai très fort apprécié l'histoire et connaître ce classique du Moyen-Âge. Et puis, c'était très rythmé, très happant, je ne me suis pas ennuyée. J'ai un tout petit peu regretté les 30 dernières pages, parce que là, pour le coup, c'était un petit peu plus long, parce qu'il y a un basculement dans l'histoire qui fait qu'on va suivre d'autres personnages, et du coup, on doit se réapproprier plusieurs autres personnes, et ça, pour le coup, c'était peut-être pas le plus chouette, le plus confortable pour le lecteur. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'avais pas envie de refaire cet effort-là, puisque je connaissais déjà les premiers personnages, et donc voilà, ça c'était un petit peu plus ennuyeux, j'ai envie de dire. Mais c'est un texte qui va vraiment aussi reprendre les différents symboles de l'époque, et donc moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture de la chanson de Roland. J'ai enchaîné une autre lecture commune avec Betty de Tiffany McDaniel. On est aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Ça a été publié en 2020. J'ai lu ce livre dans le cadre de la lecture commune organisée par Virginie de la chaîne Totalie Brune. Ici, c'est un livre archi connu, en tout cas sur la sphère Booktube, parce que beaucoup de personnes l'ont lu, beaucoup de personnes ont eu un coup de cœur pour ce livre. Il me tardait de le découvrir. J'avais déjà lu L'été où tout a fondu de cette même autrice, et c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié ce texte-là, il m'avait beaucoup touchée et j'avais beaucoup aimé l'histoire et les personnages. Alors ici, dans ce texte, et je ne l'ai pas dit, mais il est traduit de l'américain par François Happ, il va s'agir de l'histoire familiale de Betty. Elle est née en 1954 et elle va nous raconter la rencontre de ses parents, et puis la naissance de sa fratrie, parce qu'elle a pas mal de frères et sœurs. Puis on part à la découverte de ses relations à elle avec les autres membres de sa famille. On la suit à l'école, on va la suivre dans sa jeunesse, et c'est une vie emplie de drames et parsemée de beaux moments familiaux. D'une part, on va avoir les événements, les aspects durs vécus par Betty, et puis on va alterner très vite avec son quotidien, sa vie, ou bien les réminiscences du passé de ses parents, ou bien les siens, et on va y retrouver cette fois l'amour paternel, fraternel, qui sont les moments les plus touchants de ce livre. Je dois dire que moi j'ai apprécié cette lecture, qui prend son temps, il faut le savoir, c'est pas le roman le plus palpitant en termes d'action, c'est un roman qui prend son temps, qui pose le cadre et qui nous fait passer beaucoup de moments du quotidien avec les personnages. Donc on avance, on évolue pas à pas avec eux, dans leurs pensées et dans ce qu'ils vivent, au travers de petits événements qui sont expliqués ou vus au travers du regard de Betty. Et c'est un aspect finalement que moi j'ai beaucoup apprécié, parce que ça nous permet de bien comprendre d'où vient Betty, qui sont ses parents, quelles sont ses origines, parce que elle est Cherokee, donc il y a toute cette histoire indienne qui a une place prépondérante dans le récit, parce que évidemment qu'elle ne va pas être acceptée, enfin évidemment, je rappelle qu'on est en 1954, donc à ce moment-là, il n'y a pas d'acceptation en Amérique, pas beaucoup d'acceptation des Américains par rapport aux Indiens. Il y a beaucoup de racisme qui est vécu. Et là aussi, on le vit avec Betty et les autres personnages d'ailleurs de sa famille. C'est une écriture qui passe comme ça d'un épisode glaçant à un épisode du quotidien. On passe assez vite à autre chose, et puis d'un coup on revient à quelque chose d'un petit peu plus dramatique. Moi, ça ne m'a pas dérangé, parce que
Comme on est dans le regard de Betty, qui est une petite fille, au moment où elle narre cette histoire, j'ai plutôt eu, moi, le sentiment que ces événements traumatiques étaient en cohérence avec la manière dont vivent les êtres humains ces mêmes traumatismes. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'il nous arrive quelque chose, surtout quand on est petit, on a tendance à le refouler, à être très vite dans le déni, à l'oublier, à passer à autre chose. Enfin, bref, une quantité de choses qui font que les enfants ne s'appesantissent pas sur ce qui leur arrive. Et pourtant, ça laisse des traces, ça marque et ça change une personnalité, ça peut changer une vie. Mais ici, je trouvais que ces passages plus rapides à des passages plus normaux, entre guillemets, montrait ou pouvait illustrer ça, le fait que c'était cette petite fille qui nous le raconte. Et donc voilà, elle passe d'une chose à une autre, elle nous le raconte avec sa naïveté, parfois avec sa maturité. Mais par contre, nous, en tant qu'adultes, on sait que ça va laisser des traces, et quand elle raconte certains épisodes plus tard, on comprend que c'est en lien avec ce qu'elle a raconté précédemment. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, de très beaux passages, parce que le papa de Betty et certains membres de la fratrie sont très très touchants. Il y a de très belles relations qui se tissent entre eux et qui peuvent faire vivre tout un autre quotidien à Betty ou aux autres membres de leur famille. Et je trouve que dans ce livre, c'est assez bien mené, c'est assez bien fait. Quand on arrive à ces passages-là, on est très très touché, on est très ému aussi. Donc plein de beaux moments et beaucoup de lumière dans cette noirceur aussi. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un livre qui m'a ému jusqu'aux larmes, je dois bien l'avouer. J'ai eu à 2 moments mon cœur qui s'est serré, mais sinon, bon, c'est quand même un gros livre. Je suis restée dans une lecture, j'ai envie de dire, agréable entre guillemets, même si ce qui arrivait à Betty ou aux autres n'était pas toujours facile, loin de là d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une belle lecture. Mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, je ne sais pas à quoi ça a tenu. Enfin si, la sauce n'a pas pris autant que pour d'autres personnes, mais il n'en reste pas moins que j'ai apprécié ma lecture. Pour clôturer, j'ai quand même envie de souligner que c'est une autrice qui nous embarque dans une histoire dans laquelle moi je me plonge avec beaucoup de plaisir, et moi je ne vois pas les pages passer. J'apprécie beaucoup ces moments narratifs et être dans cette saga familiale. Donc un roman que j'ai beaucoup aimé découvrir. Ensuite, j'ai lu un roman contemporain d'une autrice française, puisque j'ai lu Playboy de Constance Debré. Et là, c'est un ouvrage qui a été publié en 2018 aux éditions Stock. Ce n'est pas la première fois que je lis Constance Debré. Ici, c'est une autofiction brute, authentique, finalement, comme ce que j'ai déjà lu de Constance Debré. L'autrice va partager ici ses premières expériences homosexuelles, la manière dont elle aborde l'amour et la sexualité. Elle va dévoiler comment petit à petit elle va changer, ou elle a changé, quels impacts cela a eu dans sa vie, parce que à la base elle était mariée à quelqu'un, elle a un adolescent, et le fait d'avoir changé son orientation sexuelle a impacté sa vie, notamment le comportement des gens qu'elle côtoie a changé. Constance Debré a une écriture qui est très incisive, ça claque, ce sont des petites phrases qui sont très courtes, qui sont très bien choisies, qui sont vraiment assénées au lecteur. Moi j'admire beaucoup sa mise à nu, la transparence qu'elle a aussi, elle est très cash, elle est très brute, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Quand on lit Constance Debré, je trouve. Et ça, pour moi, c'est un côté qui est fascinant. J'aime beaucoup ça, cette manière d'écrire et cette authenticité dans l'écriture. J'ai par contre moins été séduite par le style de ce roman. J'ai davantage apprécié Non ou Love Me Tender. Ici, j'ai trouvé que parfois c'était un peu redondant, même si c'est en fait, Playboy est paru avant Love Me Tender, mais en lisant Love Me Tender, on a tous les éléments qui se retrouvent dans Playboy.
Donc je n'ai pas été surprise par l'histoire, par les événements qui lui arrivent et par les enchaînements. Même si c'est un autre focus que pour Playboy, voilà, ça m'a moins plu et j'ai moins été happée par l'histoire entre guillemets, parce que c'était les mêmes thèmes. Je ne sais pas si j'avais lu d'abord Playboy et puis ensuite Love Me Tender, si mon opinion aurait changé. Et donc moi j'ai été un petit peu déçue par l'histoire et par l'intérêt narratif. C'est un peu la même chose, mais voilà, j'ai été moins happée. Ça se lit très très vite et comme je disais, ce style, cette écriture me plaît, mais c'est le contenu qui là, pour le coup, m'a moins séduit. Je lirai Offense parce que il me reste encore à découvrir ce texte-là. Et voilà, je ne vais pas m'arrêter là et c'est vraiment parce que je lis d'autres choses d'elle que j'ai ce ressenti, je pense. À toi de te faire ton opinion. Je te présente, pour terminer le topo lecture, le graphique que j'ai lu en février, en tout cas en tout début février, c'est Vert, qui est écrit, dessiné par Patrick Lacan et Marion Besançon. On est ici aux éditions Rue de Sèvres et j'ai choisi ce graphique à la base parce que j'ai flashé sur la couverture, parce que je ne connaissais pas du tout, je n'en ai pas entendu parler, j'aime souvent partir à la découverte, on est happé par on ne sait quoi, ici je le sais, c'est parce que la couverture m'a parlé. C'est une BD qui est sortie en 2024 et de quoi ça parle? Eh bien un jour, les plantes, les feuilles, les végétaux investissent les lieux publics et poussent dans les corps humains. Cette métamorphose, ces changements impactent, comme tu te doutes, les êtres humains et vont être vécus évidemment très différemment en fonction de chacun. Cet état, donc cette pousse intempestive ou non, se fait et évolue petit à petit, graduellement. On va suivre plus particulièrement plusieurs personnages qui vont faire face, affronter ou non. Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Puisque évidemment ça va être très distinct en fonction de chaque personnalité. Et on va voir comment évolue cette croissance atypique. Déjà, c'est un très très beau graphisme, très esthétique. Je ne te montre que les premières planches parce que ça change par la suite. Mais j'aime beaucoup le grain et j'aime beaucoup les dessins. J'espère que tu le verras. Il n'y a pas toujours beaucoup de texte. Voilà les images que tu peux voir. Il y a pas mal de détails, mais ce sont souvent les expressions et les têtes des personnages que je trouve assez fascinants et bien faits. Ça évolue tout au long du texte, mais je ne te montrerai pas l'évolution pour que tu puisses la découvrir. Là aussi, beaucoup de thèmes qui sont abordés comme la nature, l'écologie, le lâcher-prise, les réactions face à une crise, la peur de l'inconnu, la reconnexion à soi. C'est pas du développement personnel, mais il y a quand même certaines notions comme ça qui sont abordées et qui sont, moi je trouve, fondamentales. Je vais pas trop en dire et trop m'appesantir. J'ai trouvé que c'était très beau, je trouve que c'est une histoire dans laquelle on rentre bien. C'est une histoire qui nous fait aussi voyager dans des vécus compliqués, mais qui peuvent arriver à tout le monde. C'était donc très cohérent, très crédible, c'était pas caricatural. J'ai trouvé que ce graphique avait un beau message, et donc j'ai trouvé que c'était une belle lecture, et j'ai apprécié me pencher sur ce graphique alors que je ne le connaissais pas. J'espère que tu as fait de belles lectures. N'hésite pas à partager tout ça en commentaire ou à partager ce que tu souhaites d'ailleurs, des livres que je t'ai présentés ou d'autres. Je te dis à très bientôt, au plaisir de te revoir et puis surtout que le plaisir de lire soit avec toi.